Oui, comme ça on te verra sur la caméra. Avant, tu veux qu'on voit la caméra? Bien sûr. Oui, bien sûr. J'ai peur de, tu vois, de ne pas avoir une voix qui porte... c'est impressionnant. Hein. Non. Si, je t'assure. Bonjour, donc merci d'être aujourd'hui à MK de Livres à l'occasion de la parution du livre de Stéphane Zagdanski, De bord ou la diffraction du temps, qui sort chez Gallimard dans la collection blanche. Donc ce livre est un essai qui, comme son titre l'indique, qui revisite Debord, donc qui est une lecture très personnelle de l'œuvre de Debord, à la fois l'œuvre écrite et l'œuvre cinématographique. Et vous, enfin, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore lu le livre, c'est un livre qui revient vraiment sur les textes de Debord. Les textes sont là très présents, ça n'est pas qu'un essai, je veux dire, tout est vraiment étayé par l'écriture de Debord, avec beaucoup d'extraits de correspondance aussi, et on revient sur les thèmes essentiels de Debord, sur évidemment le temps, la pensée, et puis mai 68, donc le livre sort tout à fait à propos, et Stéphane Zagdanski montre comment l'œuvre de Debord a mené comment dirais-je, à pressentir ce mai 68, et puis comment dirais-je, la façon dont mai 68 aussi est parti un petit peu voilà, est vite retombé. Voilà, donc Stéphane va vous parler de ce livre. Moi j'aimerais que vous nous expliquiez ce que c'est que vraiment la diffraction du temps, donc s'arrêter un petit peu sur ce titre, éventuellement lire des passages, donc ça c'est vous qui allez voir. Et puis évidemment une discussion est ouverte si vous y tenez. Et la rencontre est suivie de la projection du dernier film de Guy Debord, Injirum. Voilà, et projection qui a lieu à 20h30, et avant on termine la rencontre par un verre évidemment. Voilà, je laisse la place à Stéphane. Merci Pascal. Je t'en prie. Donc voilà, pour commencer, je voulais remercier formellement la personne qui m'a donné l'idée d'écrire sur Debord. C'était un vieux projet que j'avais, mais que j'avais noté parmi mes projets. Je comptais faire il y a quelques années, près de 10 ans, 15 ans, un livre qui serait intitulé 20e siècle et qui aurait été un recueil de 3 études, un sur Solers, un sur Debord et un sur Philippe Ross. Et il se trouve que j'ai écrit déjà une étude sur Solers qui est parue dans Philippe, qui est une assez longue étude, qui est quasiment un petit livre en soi. Sur Philippe Ross, j'avais écrit une petite étude un peu plus courte, qui est parue aussi dans Les Joies de mon corps, et j'avais rien écrit encore de très consistant sur Debord. Et j'ai rencontré il y a 2 ans Frédéric Joly, le directeur de l'édition Climat, qui m'a demandé ce qu'il en était de ce vieux projet, et qui m'a redonné l'envie de travailler sur Debord à partir d'une méditation renouvelée grâce à la correspondance, qui venait de commencer de paraître depuis quelques années déjà, et qui permet d'avoir un aperçu sur les textes et sur la pensée de Debord au jour le jour, si j'ose dire. Comme toute correspondance de tout écrivain. Alors, il se trouve qu'on est aujourd'hui le 24 avril 2008, et que le dernier volume de la correspondance paraît là ces jours-ci. Donc bon, moi je ne le connaissais pas pour mon livre, mais j'ai utilisé la correspondance qui va de ses années de jeunesse, y compris ces fameuses lettres à Tcheglov et à Hervé Falcou, qui était son ami canois, des lettres qui ont été éditées à part dans un recueil qui se nomme Le Marquis de Sade a des yeux de jeune fille. Une phrase où il y a des choses très intéressantes. Et jusqu'aux dernières lettres des années 80, 81, grâce au Quarto, on avait des lettres des années 90 aussi. Donc j'avais un spectre assez large de la manière dont Debord lui-même envisageait les réactions à sa pensée. Pour le dire d'une façon simple, ça c'est une des choses qui apparaît dans la correspondance et qui est claire, qui illumine vraiment intensément la pensée de Debord, et aussi la manière dont, dans sa quotidienneté, Debord, au jour le jour donc, applique ce qui chez lui était essentiel, à savoir une manifestation incandescente de sa propre théorie. Pour lui, la pensée et la pratique sont
un couple qui est indissociable. La théorie doit se dépenser dans la pratique et doit se revivifier par la pratique quotidienne qui elle-même doit se nourrir de la théorie. C'est un couple que je compare au début du livre, je vais lire quelques passages, un peu, on peut comparer, même si ce n'est pas exactement le même couple, mais il y a une sorte de jeu dialectique entre les deux, comme entre la virtu et la fortuna chez Machiavel. On sait que Machiavel, et l'idée que le temps passe et que le temps ne revient pas chez Machiavel, est quelque chose qui a guidé Debord toute sa vie. Alors, voilà, donc c'était pour commencer, donc pour rendre cet hommage à Frédéric Joly, qui par ailleurs, plus tard, allait republier de l'antisémitisme aux éditions Climat, Flammarion. Donc c'est lui qui m'a redonné le désir, si vous voulez, de retravailler sur Debord. C'était il y a à peu près 2 ans. Et donc l'écriture de ce livre m'a pris, en grosso modo, 2 années. Alors il se trouve que, comme vous le savez, pour ceux d'entre vous qui écrivent, dans ces cas-là, en général, le destin se met à vous donner ce que j'appelle des coups de coude. Et au moment où je commençais à travailler très sérieusement sur reprendre tous les textes de Debord, est paru le merveilleux Quarto, où en un volume, on a absolument les œuvres complètes quasiment de Debord, et surtout beaucoup d'inédits, que j'ai utilisés aussi pour formuler ma méditation sur Debord, ce merveilleux petit texte de 2 pages sur le poker, qu'il a écrit en 1990, je crois, pour expliquer, c'était le prétexte, à Alice Debord, ce qu'était la stratégie du poker, et dans lequel j'y vois, moi, une manière de testament de sa propre génialité, de retour sur sa propre génialité, et sur ce que lui appelle le fait à la fois d'être dans un jeu, dans un rapport au jeu qui est un rapport supérieur et souverain, et dans un rapport à l'existence qui est un rapport où, à l'inverse, dit-il, il ne faut jamais gagner, à l'existence sociale, je veux dire, évidemment. Donc voilà, c'est quelque chose qui apparaît dans ce merveilleux petit texte qui, d'un point de vue de l'écriture, est aussi d'une splendeur intense. Donc je vais reprendre un petit peu rapidement les quelques choses que j'ai essayé de démontrer, de développer dans ce texte. Alors, il faut remarquer que Debord naît en 1933, et donc il est adolescent juste après-guerre. Et c'est quelqu'un il vit à Cannes, ce qui est important parce que c'est la ville du cinéma, quelqu'un qui, comme tous les jeunes adolescents de cette époque, s'intéresse beaucoup au cinéma américain, au cinéma peut-être français aussi. C'est quelqu'un qui, très tôt, ce que je vais appeler la virtuosité du vrai, c'est-à-dire qu'il va avoir une sorte de don pour déceler le mensonge, qui précisément s'aperçoit qu'on lui ment. C'est quelqu'un qui, très tôt, dès son adolescence, comprend que le pays dans lequel il vit, à savoir la France, des années 50, est une maquette mensongère, une reconstruction de l'histoire qui, pour reprendre les termes de Balzac, c'est dans Catherine de Médicis, sur Catherine de Médicis, il dit « l'histoire se fausse au moment même où elle se fait ». Déjà, Balzac avait noté cette extravagance de l'histoire qui se fausse au moment même où elle se fait. C'est exactement ce que conçoit, ce que comprend très vite, très tôt Debord. Pour différentes raisons. D'abord parce que c'est un génie. Je vais expliquer ce que j'appelle le génie. Le génie est en rapport avec la vérité. C'est un génie, c'est-à-dire, commençons par cela, quelqu'un qui est, je dis encore, dégénéré, c'est-à-dire quelqu'un qui, très tôt, dès qu'il advient à sa propre pensée, et advenir à sa pensée ne signifie pas être déjà dans la plénitude de sa pensée. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire c'est de l'ordre de quelque chose qui advient. On advient à sa propre pensée, et cet advenu à sa propre pensée est quelque chose qui va nous dissocier radicalement de ce qui fait génétique, pour le dire techniquement, à savoir de la famille. C'est quelque chose qui vient vous dégénérer, vous séparer, vous dissocier du genre. Ça commence par la famille, ça se continue par l'école, par ensuite toutes les familles sociales, ou les sous-familles, ou les familles métaphoriques qui vont s'agréger autour de vous. Ça va être vrai avec l'amitié, avec les groupes, avec évidemment la société en tant que telle. Donc voilà, c'est ça, c'est-à-dire c'est vraiment un rapport de séparation qui a été plus ou moins facilité pour Debord, ou en tout cas qui symboliquement a été, dont la présence a été manifeste pour Debord, par le simple fait qu'il a été, très tôt, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu sa biographie, il y a un livre de Christophe Bourseiller, je crois que c'est quasiment la seule biographie qu'on ait de Debord, bon, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui explique bien ces choses-là. Il est d'emblée transféré dans une fausse famille. Il va avoir des demi-sœurs, des demi-frères, etc., dont il va se sentir très éloigné. Son père meurt quand il est très tôt. Bon,
d'emblée, il y a quelque chose qui, chez un autre, n'aurait peut-être pas fait sens, mais qui, chez lui, immédiatement, l'amène à concevoir, eh bien, son adolescence entière, mais pas d'un point de vue intérieur, d'un point de vue de l'extérieur, comme ce que je qualifie de vaste enjôlement, à savoir un décorum et une claustration. C'est comme ça qu'il conçoit le temps de son adolescence. Et il va y avoir un jeu assez intéressant, un jeu amusant qui va s'appliquer à faire avec un ami, quand il est adolescent, à Cannes. Il va prendre les plaques de rue, et il va les dévisser, et il va les intervertir. Et quelque chose qui apparaît au départ, pour montrer comment il va d'emblée se placer sur le mode de la résistance au décor. Le décor, une ville, c'est aussi un décor. Vous savez que c'est des choses qui reviendront plus tard dans la pensée de Debord et des situationnistes, sur la critique de l'urbanisme. Elle naît aussi d'une certaine manière dans ce jeu-là adolescent, chez lui, en lui. C'est donc il va dévisser des plaques de rue et il va les intervertir. Et j'ai fait un rapprochement, dès le début de mon livre, avec quelque chose qui apparaît tout à la fin de sa vie, dans son dernier film, qu'il fera diffuser sur Canal+, qui s'appelle Debord, son art et son temps, enfin je ne me souviens plus du titre exact, et dans lequel, à un moment, c'est un passage du film, c'est étonnant, parce que c'est un passage qui m'a toujours beaucoup marqué, au point que, je raconte ça dans un autre de mes livres, dans Mémoire, j'en ai rêvé un jour. À un moment de ce film, il montre des images de Paris avec les panneaux fléchés lorsque Paris était occupé, donc des panneaux fléchés en allemand, vous savez, en style gothique, lorsque les Allemands étaient à Paris. Et il fait ensuite, et on entend la ritournelle Radio Paris-Mans, Radio Paris-Mans, Radio Paris est allemand, la petite ritournelle de l'époque, de la radio libre donc. Et il fait intervenir immédiatement après ce que j'appelle les panneaux de direction, vous savez, qui aujourd'hui sont partout autour de nous dans la ville, de celui que j'appelle le pissotier de Caux, puisque c'est sa fonction et son nom propre, et qui ont envahi la ville et qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à ce que les Allemands avaient, au parcours fléché que les Allemands avaient institué dans la ville. Et il dit, aujourd'hui, il a cette phrase extraordinaire, il ne le dit pas, il y a un panneau qui le dit, « L'heure nazie est devenue celle de toute l'Europe ». Et quand on connaît ce que Debord a déployé durant toute sa vie comme pensée du temps, ça signifie en effet que lui, il avait compris, merci, il avait compris, il avait théorisé, peut-être pas à propos du nazisme, mais à propos du spectacle, le nazisme étant une des parcelles élémentaires et embryonnaires de ce que Debord allait appeler le spectacle, il avait compris que d'une certaine manière, le cœur même du nazisme, c'est la tentative et la volonté d'extermination du temps. C'est des choses qui très tôt apparaissent chez Debord, c'est ça que je veux dire, et c'est des choses qui lui sont, comment dire, qui lui sont offertes, qui lui sont... qui l'infuse, ce genre d'intuition, si vous voulez, et qui vont le guider toute sa vie. C'est pour ça que c'est le parti que j'ai pris dans ce livre, de ne pas trop évoquer ce qu'on appelle les influences de Debord. C'est des choses qui reviennent, vous parlez à n'importe qui connaît un petit peu la pensée et les textes de Debord, la première chose avec quoi il va vous bassiner, c'est Debord, il a tout repris à Henri Lefebvre, il a tout repris à Adorno, il a tout repris à Feuerbach, il a tout repris à Lukács, etc. En général, quand on parle de ce qui a influencé Debord, et c'est pas faux qu'il a eu des lectures, les surréalistes, le dadaïsme, etc., qui n'a pas de lecture. Mais quand on parle d'une manière, en termes d'influence, en général, et surtout à propos de Debord, c'est pour éviter de le lire lui-même. À chaque fois que j'ai entendu quelqu'un qui me parlait des influences de Debord, c'était toujours un appel à ne pas le lire lui-même. J'ai préparé quelque chose qui n'est pas dans le livre, mais qui est une petite lecture de Heidegger sur cette question des influences, comme ça elle sera réglée une bonne fois pour toutes, et on va pouvoir entrer directement dans la pensée même de Debord. C'est vrai aussi de Marx et de Hegel, et voilà, là c'est différent parce que ce ne sont pas des influences, ce sont des lectures qui toute sa vie vont lui servir comme des armes. Vous savez qu'il avait une conception de la théorie qui était une conception stratégique de la théorie. Donc les vraies influences, mais ce ne sont pas des influences, et je vais vous citer une phrase de Heidegger qui permet de comprendre en quoi ce ne sont pas vraiment des influences. Les vraies lectures qui, chez Debord, se retrouvent dans sa pensée et nourrissent sa pensée sont Marx, Hegel, Machiavel, Clausewitz, évidemment Lautréamont, évidemment des tas d'autres écrivains qui... comment ça s'appelle son nom m'échappe, celui qui a rencontré Gide et qui lui dit où en sommes-nous avec le temps. Arthur Cravant. Et Cravant, voilà, excusez-moi. Oui, j'y pense parce que j'ai relu ce matin, il en reparle et c'est un des écrivains qu'il aimait le plus et dont il se sentait le plus proche. Déserteur de 17 nations, c'est ça, dans le dernier volume de la correspondance. Voilà. Donc là, ce sont des êtres qui lui parlent, disons. Des textes et des êtres et des penseurs qui lui parlent,
qui n'a rien à voir avec une influence. Alors je vous lis ces petites choses que j'ai retrouvées dans mes notes récemment, enfin tout à l'heure, si je le retrouve. Pour régler cette question de l'influence. Je vais vous montrer, je retrouve des tas de choses. Ça, c'est le numéro de téléphone de Gérard Guest, c'est pas ça. Ça c'est une phrase sur les gitans, c'est pas ça. Ça c'est un petit mot d'amour de ma femme, non? Ça c'est l'étymologie de Méronis, le mot j'ai tout dans mon carnet. Elle est quelque part, elle est quelque part. Ça c'est mon récit à Stockholm, c'est autre chose. Moi qui voulais être sérieux et tout, je voulais faire quelque chose d'un peu impressionnant, comme ce que François avait fait, dont tout le monde se souvient. Mon côté burlesque qui revient. Bon, bah bref. Ah tiens, une phrase de Kafka qui n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Les soucis dont le privilégié allègue le fardeau pour s'excuser aux yeux de l'opprimé sont précisément les soucis liés au maintien de son privilège. Bon bah je trouve plus cette phrase, c'était sur la phrase sur la solitude la solitude d'un penseur qui n'est pas sous l'influence de la solitude d'un autre penseur. C'est dans Qu'appelle-t-on penser? Pourtant je suis quasiment sûr que je l'avais là. Oh, c'est dommage, ça faisait une bonne introduction à ce que j'allais dire. Ah, voilà. Donc voilà, je reviens, donc c'est pour régler cette question une fois pour toutes de l'influence. Voilà. Dans Qu'appelle-t-on penser, Heidegger écrit: aucun penseur n'est jamais entré dans la solitude d'un autre. Pourtant, toute pensée n'adresse jamais que du sein de sa solitude, sa parole, d'une façon cachée, à la pensée qui la suit ou qui la précède. Ce que nous nous représentons comme les marques de l'influence d'une pensée, ce sont seulement les marques de la méconnaissance dans laquelle elle est inévitablement tombée. Ces fruits de la méconnaissance, passant pour le prétendu contenu de la pensée, sont seuls à parvenir dans la forme de l'exposé et à faire vivre ceux-là qui ne pensent pas. Voilà. Si on médite un peu ce que signifie cette phrase, on s'apercevra que ça rejoint, je ne la cite pas dans mon livre, mais ça rejoint ce que j'appelle la passerelle entre les génies, et où je fais des rapprochements entre Debord et Machiavel, Debord et Nietzsche évidemment, et Debord et Heidegger. Debord n'avait pas lu Heidegger, il n'aimait pas Heidegger, il y a eu une seule allusion, je crois, dans toute l'œuvre de Debord à Heidegger, ça doit être une insulte, il traite Heidegger de nazi d'empotelage dans les années 50 ou 60, un point c'est tout. Mais voilà ce que j'appelle des solitudes qui s'entre-regardent, qui s'entretiennent au sens propre. Et évidemment, je termine le livre sur mon propre cas, et le fait que j'ai jamais rencontré Debord, j'aurais pu, mais enfin à l'époque je connaissais mal son œuvre, et il est mort un peu trop vite malheureusement, mais quand je dis à la fin que je pense que nos deux solitudes, la sienne et la mienne, ce serait bien entendu, c'est aussi à ce genre de choses que je pense. Il ne s'agit pas de rapport et de rapprochement psychologique. Il s'agit de savoir qu'une pensée naît toujours du sein d'une certaine solitude. Et c'est vrai aussi pour Debord. C'est aussi pour montrer pourquoi j'ai très peu parlé finalement du côté collectif de Debord. J'ai considéré Debord comme quelqu'un qui surgissait à sa propre pensée et qui se faisait accompagner de sa propre pensée, de sa propre luminosité pendant toute sa vie. Alors que c'était quelqu'un qui finalement a été très peu individualiste, et sans doute le moins individualiste des grands écrivains, des écrivains importants et des penseurs importants du XXe siècle. C'est aussi quelque chose d'ailleurs, d'une certaine manière, qui le rapproche à sa manière de Heidegger. Cette manière de, et là on va commencer à arriver à ce que j'appelle la diffraction du temps, de faire jouer en lui à la fois, dans la diffraction, il y a l'idée d'opacité et de fracture. L'idée que la diffraction, vous le savez, au sens physique simple, c'est un rayon lumineux qui, au contact ou à la lisière d'un corps opaque, pas nécessairement obscur, bonsoir. Et les éditions Gallimard vous invitent à rencontrer Stéphane Zakonski à l'occasion de la parution de son nouveau livre Debord ou la diffraction du temps. En ce moment, rencontre à la librairie et à 20h30, projection du film de Guy Debord,
in girum imus nocte et consumimur igni. Merci. C'est beau ça quand même, un haut-parleur d'aéroport qui cite Ingirum et tout, c'est un bel... comment on appelle ça chez Dadaï, c'est un bel... non, comment ils appellent ça? Quand ils font des trucs en situation, là, les... Happening, voilà, exactement. Alors donc, oui, voilà, dans la diffraction, il y a l'idée d'un rayon lumineux, donc d'une luminosité, qui, à la lisière d'un corps opaque, se diffracte, donc se brise, se sépare. Et chez Debord, il y a quelque chose de l'ordre de ce double mouvement, qui n'est pas vraiment un double mouvement, mais il y a à la fois une volonté et une puissance d'opacité, de retrait, d'obscurité, voire de ténèbres et de rapport avec la ténèbre, et c'était quelque chose en lui qui était aussi assez intense, et de ce que j'appelle la diffraction, de l'effraction, c'est-à-dire de renverser la puissance qu'a le temps, dans la métaphysique classique, de nous déchiqueter. Hegel dit quelque part, et Heidegger le cite, il dit « le temps est ce qui nous met en pièces ». Ça, c'est le temps classique, le temps de la métaphysique. Pourquoi j'ai parlé de diffraction du temps? Parce que Debord, qui ne considérait pas toutes ces choses-là, évidemment, d'un point de vue heideggerien, être en dehors ou à l'extérieur de la métaphysique, qui avait un rapport profondément poétique au temps. Dès ses plus jeunes années, il avait des formules comme « le temps est ici et là », par exemple dans ses fameuses lettres de sa jeunesse à Hervé Falcou. Il avait un rapport tel au temps qu'il considérait qu'à la fois, avec un sens très inné du kairos, du moment important, il fallait saisir la bonne occasion parce qu'il s'agissait pas simplement d'être dans le temps, mais d'agir le temps et de faire que le temps en soi soit producteur d'action, de pratique. Et en même temps, il fallait, au sein même de sa propre vie et de sa propre vie quotidienne, être à même de non pas subir le temps et non pas subir la chronologie du temps, mais de s'inventer une instantanéité perpétuelle. Et s'inventer cette instantanéité perpétuelle, c'est, d'une certaine manière, être apte à recevoir, à capter et à se déployer dans des extases du temps. Alors, ce sont des termes dont vous sentez évidemment la connotation un peu heideggerienne quand j'évoque l'extase, mais c'est quelque chose qui revient très souvent sous d'autres formes chez Debord. Et c'est pour ça que un des axes essentiels du livre est cette sorte de dialogue que j'organise entre la pensée de Debord et celle de Heidegger. Oui, alors j'ai prévu d'avancer un petit peu comme ça dans différents passages en vous faisant plusieurs lectures. Alors, je vais aller directement à ce que je dis sur Debord et Heidegger. Je vais vous lire un petit extrait où je les mets tous les deux en rapport. C'est quoi finalement le rapport entre Debord et Heidegger? C'est que j'ai cru trouver chez Heidegger, et dans un passage particulier d'Être et Temps consacré à ce qui en allemand est le Das ou Die Gerede, je ne sais plus, qui est ce qu'on a traduit parfois par le bavardage. Et sur les fameux chapitres de Heidegger de Être et Temps qui sont consacrés au rond, j'y ai cru y déceler une forme d'analyse anté-spectaculaire ou pré-spectaculaire de ce que Debord, lui, qualifiera de passivité, de ce qu'il dénoncera sous la forme de la passivité. Et cette passivité, qui est la passivité de nos contemporains aujourd'hui, c'est-à-dire l'impossibilité précisément d'accorder sa pensée et sa pratique, c'est-à-dire d'agir dans le temps, à l'intérieur du temps, en faisant effraction dans le temps, au sens du temps social, précisément parce qu'on suit une pensée, parce qu'une pensée vous suit aussi, et suit cette pratique, et s'accorde à cette pratique, cette incapacité, cette inaptitude-là, qui est celle des contemporains et de l'être humain aujourd'hui, elle est celle du spectateur, au sens où, dit Debord de manière très simple, dans les commentaires je crois, celui qui regarde toujours pour la télévision ou les informations pour savoir la suite, d'une révolution, d'une révolte, de quelque chose qui va bien, n'agira jamais. Parce qu'il est en position de toujours attendre la suite. Ce sont des choses qu'on trouve quasiment pas quasiment dans les mêmes termes, mais de manière très, très proche, chez Heidegger dans Être et Temps, donc 1927.
Alors voilà pour ce qui concerne Heidegger. La superficielle curiosité de l'homme moderne, c'est moi qui parle, hein, déclinée par Heidegger en instabilité, dispersion et bougeotte, est explicitement rapportée à ce que Heidegger dit être la remarquable primauté de la vue chez saint Augustin. Le Dasein cherche le lointain, écrit Heidegger, mais il ne s'en approche que pour s'en faire un spectacle. Le mot correspond à l'allemand Aussehen et la traduction elle est de Vezin. Martineau, lui, traduit Aussehen par aspect. Mais la phrase de Heidegger, qui est très intéressante ici, c'est « Le Dasein cherche le lointain, mais il ne s'en approche que pour s'en faire un spectacle. » Aussehen. Bien évidemment, ce spectacle-là, ou ce que Martineau appelle l'aspect, Aussehen chez Heidegger, ce n'est pas encore celui de Debord, c'est-à-dire le totalitarisme le plus absolu jamais envisagé, au service d'une économie tentaculaire devenue folle et pratiquant en sa faveur, cette économie, une censure sans pareille sur le monde qu'elle dirige, domine et dévaste à la fois. Ça, c'est le spectacle au sens contemporain et au sens où Debord l'a déployé. Pourtant, l'Aussehen, tel que le conçoit Heidegger, conduit au spectacle. C'est ce que Heidegger, lui, nomme en 1951, donc bien après être étant, dans Qu'appelle-t-on penser, la représentation historico-universelle de l'histoire, dont l'image mère, dira Heidegger, est le médium massif. Et je cite maintenant un passage de Heidegger, donc dans Qu'appelle-t-on penser, la rage continuellement grandissante que mène notre époque à se donner une représentation historico-universelle de l'histoire, en tant qu'événement, l'égare. Cette rage s'excite et se nourrit de la facilité et de la rapidité avec laquelle elle dispose des sources et des moyens de documentation. Il semble que ce soit exagéré, mais c'est la vérité. Deux points. L'image mère, dont procède sans le dire le style prédigéré qui est aujourd'hui celui du touche-à-tout historico-universel, c'est le magazine illustré. Donc on a là quelque chose chez Heidegger, qui date de 1951, qui est une critique virulente de ce que Debord, lui, qualifiera plus tard de média, de médiatique. Et cette critique virulente, elle se fonde sur l'idée qu'il y a une fausseté du temps contemporain, du rapport au temps contemporain, qui est un rapport de célérité, un rapport de vitesse, de ce qu'il lui appelle le style prédigéré, et qui est évidemment une manière de se séparer du véritable temps, et du véritable passage du temps, qui en réalité ne passe pas, mais advient, et advient sur le mode des extases. La passivité, maintenant c'est moi qui reprends la parole dans le texte, la passivité du on heideggerien n'est pas un simple nonchaloir, une vaine impuissance, une velléité bienveillante. Oui, en effet, car vous avez remarqué que dans le texte de Heidegger que je viens de citer, il y a quelque chose d'extraordinairement important, c'est l'agressivité qui va avec la passivité. Le on est enragé de sa propre médiocrité. Il dit quelque part Heidegger, parlant de ses ennemis, donc juste après-guerre, ce sont des fonctionnaires enragés de leur propre médiocrité. Donc la passivité, évidemment, ce n'est pas une simple tranquillité, ce n'est pas une simple faiblesse de la part du contemporain, on va dire, de celui que j'appelle le numéricain. Il y a aussi une forme de haine, très puissante, très profonde, très active, et qui est une haine collective, qui se fonde sur la fragilité et le rapport falsifié au temps. La défectuosité d'un mauvais rapport au temps. Elle n'est pas neutre, elle est agressive. Sa particularité, donc au on heideggerien, et à cette passivité-là, qui est la sienne, consiste à combattre ce qui la nie, à savoir l'action authentique. La passivité use de sa force de réaction collective pour entraver, dénigrer et calomnier toute forme de création véritable. La passivité est un bavardage gorgé de fiel qui, parce qu'il ne saisit jamais ce qu'il prétend appréhender, projette son brouhaha inerte en une inépuisable fuite en avant. Là, ce sont mes termes à moi, mais je suis d'assez près les paragraphes d'Heidegger sur le on. Ces permanents caquets ont pour seule fonction, précise Heidegger dans le paragraphe 37 de Sein und Zeit, intitulé l'équivoque, de contrecarrer les réelles possibilités d'action, et parce qu'elles sont réelles également d'échec, c'est très important de le comprendre, la possibilité d'action, la possibilité de celui qui agit parce qu'il pense, n'est pas une possibilité de succès. C'est aussi une possibilité d'échec. Du Dasein. Maintenant, je reviens sur ce que je recite de nouveau Heidegger. Non seulement chacun est au courant de la situation et discute des derniers événements, mais chacun sait même quoi dire de ce qui va se passer,
de ce qui n'est pas fait mais qu'il n'y aurait qu'à faire. Chacun a toujours déjà pressenti et flairé à l'avance ce que d'autres pressentent et flairent également. Cet être à l'affût, même s'il ne se nourrit que de oui-dire, qui est pour de vrai à l'affût de quelque chose, n'en parle pas. Il faut avoir, je vous lis tout cet extrait d'Être étant, il faut avoir évidemment toute la pensée et toute l'existence même de Debord à l'oreille pour voir à quel point ça s'applique aussi à Debord lui-même. Qui est pour de vrai à l'affût de quelque chose, n'en parle pas. Est la façon la plus insidieuse qu'a l'équivoque d'avancer des possibilités au Dasein pour d'autant mieux les étouffer dans l'œuf. Qui est pour de vrai à l'affût de quelque chose, n'en parle pas. Deux points, ouvrez les guillemets. Maintenant je cite Debord. Ce que nous avions compris, écrira Debord dans Injirum. Nous ne sommes pas allés le dire à la télévision. Nous n'avons pas aspiré aux subsides de la recherche scientifique, ni aux éloges des intellectuels de journaux. Nous avons porté l'huile là où était le feu. Donc, le bavardage est furieux, et il veut se venger, écrit Heidegger lui-même. La passivité se double d'une puissante perversité, infatigablement dénoncée par Debord, pendant toute la période de mai 68 et après mai 68, qui va être une période de critique intensive chez Debord, d'une part, à commencer d'abord par le prostitut, ensuite il va en arriver, la passivité du prostitut va s'étendre, si vous voulez, va s'élargir à celle du cadre, qui sera dans Injirum, qui est d'une certaine manière le personnage, la cible principale de Debord dans Injirum, et très vite à ce que lui appelle le médiatique, et à ce que moi je vais qualifier de numéricain à la fin de mon livre, et qui est l'homme d'aujourd'hui, notre contemporain. Nous sommes tous un peu nous-mêmes d'une certaine manière. Il y a donc une malfaisance de la nonchalance, une vigoureuse volonté de nuisance, nichée dans la versatile veulerie velléitaire, qui s'oppose à toute authentique nouveauté d'une création. Ça, c'est quelque chose qui est déployé et manifesté déjà, d'ores et déjà, par Heidegger. Et évidemment, l'animosité dont Heidegger lui-même et dont la pensée de Heidegger va être victime, si l'on veut, n'est pas sans lien avec ce rapport agressif, cette rage que le bavardage, que le on, que la non-pensée, que l'inaction applique et comment dire, et braque sur celui qui pense vraiment. Et qui est dans une forme de silence et dans une forme de rapport tout à fait singulier à la lumière, qui est aussi le rapport qui était aussi le rapport de Debord. C'est quelque chose de très proche de chez Heidegger et chez Debord. C'est cette idée que l'ombre n'est que le témoignage patent. C'est une phrase de Heidegger dans Qu'appelle-t-on penser, qui est merveilleuse. Il dit: l'ombre n'est que le témoignage patent et insaisissable du radieux en son retrait. Il y a donc quelque chose, en effet, un rapport entre l'ombre, le fait de rester dans l'ombre, ce qui était le cas de Heidegger pendant des décennies après-guerre, y compris dans le fait de ne pas publier certains traités, certains textes, ce dont Gérard Guest nous a merveilleusement parlé, nous parle merveilleusement dans son séminaire, et chez Debord, le fait, après 68, au moment où il était dans la plus grande notoriété, et où le mouvement situationniste risquait d'avoir une notoriété fatale, où lui-même s'est retiré, et c'est la partie de sa vie, après 68, où il a commencé à, ce que j'appelle, organiser le raffinement de sa propre solitude. Ce sont des choses qui sont très présentes en permanence dans la vie de Debord, que lui-même avait conçu de cette manière-là, à savoir le rapport entre l'ombre et la lumière, quelqu'un, on le sait, qui n'a jamais donné la moindre interview, qui n'a jamais écrit dans le moindre journal, de qui il y avait très peu de photos, qui ne s'est évidemment jamais laissé filmer. Donc voilà, c'est ça aussi la diffraction du temps. Il y a un rapport aussi entre la ténèbre et la lumière, qu'on retrouve d'ailleurs sous cette forme-là dans Injirum, qui est aussi, par ailleurs, non seulement une dénonciation de la passivité du cadre dans les années 80, 70 et 80, mais aussi un film autobiographique sur Debord lui-même. Alors, oui, j'avais prévu de lire un petit passage. Alors, oui, j'avais prévu de lire un passage sur l'exclusion, pour revenir sur cette fameuse question de l'exclusion, des situs qui étaient exclus en permanence de leçon. J'ai avancé un petit peu plus vite. Et je vais vous lire un passage que j'ai écrit sur le cadre. Le cadre, c'est celui qui va précéder tout juste celui que moi je qualifie de numéricain, notre contemporain. Donc le cadre, c'est l'être humain, le Dasein, pour le dire en termes heideggeriens, qui incarne et qui est empoisonné de passivité
au moment où le spectaculaire, où le spectacle devient le spectaculaire intégré, dans la petite décennie, disons, où le spectaculaire diffus va reprendre les méthodes du spectaculaire concentré et va se transformer, se métamorphoser en ce que Debord va qualifier dans les commentaires sur le spectacle de spectaculaire intégré. Bon, je ne vous redonne pas la définition de tout ça, vous connaissez tout ça par cœur. Ceux qui ne me croient pas n'auront qu'à y aller voir eux-mêmes. Comme a dit l'ancêtre de François Méronis, il y a près d'un siècle. Un Zandé, fameux Zandé, notre amant. Alors, voilà, le cadre, page 135. Donc je parle du cadre. Le cadre, ce n'est pas encore notre contemporain, c'est le père de notre contemporain. Sommé d'être con, le cadre consomme. Qu'il soit plus ou moins moyen, plus ou moins supérieur, plus ou moins dirigeant, ne change rien à sa banalité de base. Le cadre porte bien son nom. La banalité de base, c'était un texte qui était paru dans l'IS, qui était assez fameux, qui était de Van Eghem. Bon, très bon texte d'ailleurs de Raoul Van Eghem. Le cadre porte bien son nom. Son cadre de vie, entre guillemets, l'encadre et le surveille, comme lui est censé le faire des ouvriers subalternes. C'est ça la définition d'un cadre au départ. L'officier originellement chargé de diriger un corps de troupes, c'est aussi la définition première du mot cadre, s'est étiolé en un pauvre pion pionnier du nouvel échiquier de l'apathie planétaire. Le cadre est ainsi, dit Debord, le fils modèle de la société du spectacle. Successeur du petit bourgeois, qui lui a légué sa grotesque ambition sociale et son assentiment à tout, Balzac le nomme, le petit bourgeois donc, dans son roman Les Petits Bourgeois, le véritable comparse de la grande comédie sociale, qui pleure quand on pleure, rit quand il faut rire, et chante en ritournelle les infortunes et les joies publiques. Le cadre représente l'aliéné absolu, l'oncle Tom moderne, auquel l'économie vend chèrement sa misère, autant morale, spirituelle, intellectuelle que matérielle, au prix d'une génuflexion souriante de chaque instant. Et il lui faut ingurgiter cette misère avec une névrotique avidité, ravalant sa déception perpétuelle en s'imaginant atteindre demain la félicité factice dont il rêvait hier et qu'il a échoué à posséder aujourd'hui. Le cadre moderne n'est au fond lui-même qu'une marchandise, la marchandise des marchandises, c'est-à-dire une image. Ainsi ravale-t-il son dénuement par une gloriole de façade, à l'instar de ces résidences infâmes où le cadre contemporain se croit bien logé, sous prétexte qu'elle porte un nom de musicien baroque ou de peintre hollandais. Et pire, résidences qui s'appellent Rembrandt, tout ça, les trucs construits par Bouygues partout, dans toute la province, dans toute la banlieue. Ce genre de choses, c'est des HLM de luxe. En permanence, ils portent des noms prestigieux de ce genre. De ces tomates insipides, qu'il se procure dans les mêmes supermarchés que les plus démunis immigrés et dont le sordide rougeoiement plastifié est intact 5 semaines après leur récolte, de ces minables auteurs de romans ou d'essais dont le cadre absorbe la bouillie de mots dans le train ou le métro parce qu'un critique littéraire à la solde de ses propres échecs lui en a intimé l'ordre en vociférant au chef-d'œuvre, ni le cadre ni le critique, ce dernier n'est qu'un cadre au service de ce que Heidegger nomme concernant, on l'a vu, les magazines illustrés l'image mère, n'ont évidemment la moindre idée de ce qu'est véritablement une œuvre. Il se contente de saliver en prononçant le mot chef. Bref, sous la pavane, le plagiat. Voilà pour le cadre. Et maintenant passons à notre temps, à notre contemporain, ce que lui que j'appelle le numéricain. Par lui-même, le numéricain succède donc. Il est la métamorphose du cadre. Par lui-même, le cadre ne vaut rien. Il ne pense pas, n'agit pas, vivote à peine. Il cadre. Conformément à l'acception photographique du terme, le cadre accueille tel un conteneur le miroitement incessant des marchandises sur l'écran qui lui sert de corps. Autant dire que le cadre de Debord, principalement défini par son mode de non-vie, la consommation circulaire de chatoyants objets de rebut, est assimilable au tout un chacun de notre temps. Le cadre amorce le numéricain contemporain, dont toute l'existence n'est qu'une immense accumulation de simulations. Le numéricain n'a ni valeur d'usage, ni même d'échange, juste une date de péremption, à l'instar de toutes les marchandises, qu'il s'acharne à falsifier par divers moyens, la régression psychologique, s'habillant, se distrayant et s'exprimant comme ses enfants, ou la réfection anatomique, le remodelage d'un nez, le boursouflage d'un sein, la gélification d'un visage menacé par les rides.
métamorphosées en marchandises, soit en une de ces pseudo-choses que Rilke nommait dès 1925 des trompe-l'œil de la vie, le corps contemporain est devenu strictement interchangeable, reproductible, clonable, prothésable et démontable à merci. Et là, on a atteint un sommet de plus et une spire de plus dans l'abjection contemporaine par rapport au cadre. C'est évidemment que le corps du numéricain n'est plus déjà le corps du cadre. Aussi, tandis qu'en coulisses la science fourbit ses éprouvettes pour produire du vivant de synthèse à satiété, c'est allusion à Artaud et au début à l'entrée pour en finir avec le jugement de Dieu, le numéricain se fait de plus en plus expatrié de sa propre physiologie. Le spectacle spécule sur la production en série de l'humain. Sperme, ovules, embryons et gènes brevetés sont placés en banque, cependant que le numéricain modèle sa creuse silhouette sur les fades publicités de surhomme et de surfemme en toc, assenés à longueur de temps. Il s'imagine magnat hollywoodien en absorbant un DVD sur le grand écran de son salon. Il se rêve espion high-tech en conduisant sa voiture une prothèse téléphonique vissée à l'oreille. Il se croit enjoué parce qu'une musique de chiottes hurle dans le bar où il a ses habitudes. À la maternelle, le numéricain apprend à lire, entre guillemets, dans des manuels envahis de logos publicitaires, de même qu'il apprend à réfléchir, entre guillemets, au lycée, en analysant l'abjecte prose dévitalisée de la presse. Le cadre était un plouc, précisait Debord. Le numéricain est encore moins que cela. Son statut s'est réduit à celui d'homme sandwich, de pancarte publicitaire incarnée, d'où l'extravagante vogue du tatouage parmi une jeunesse qui, hélas, et contrairement à ce qu'affirmait naguère Debord, est bien loin d'être assez intelligente pour apprécier les poésies de l'autre amour. Quelle est la différence, d'une certaine manière, entre le cadre et le numéricain? Que s'est-il passé entre-temps? C'est la question que je pose. Debord l'énoncera en 1988 dans ses commentaires sur la société du spectacle. Pour la première fois depuis l'aurore de sa courte histoire, la domination spectaculaire a pu élever une génération pliée à ses lois. Maintenant, on en est à 2 ou 3 générations pliées aux lois du spectacle. Comme le cadre son parent, le numéricain n'existe qu'en creux, chargé d'accueillir dès l'enfance le flux des substances économiques de plus en plus virtuelles, produites par une industrie de plus en plus abstraite. Pour prendre un exemple simple de cette abstraction infiniment productive, le contemporain le plus riche du monde l'est devenu en inondant la planète de modèles binaires, simulant sur des milliards d'écrans informatiques des fenêtres, Windows en anglais, ouvertes sur une pelouse verte par un ciel bleu. Le numéricain est le mutant de cette nouvelle économie cybernétique déployée pour la plus grande gloire du tertiaire, qui a anéanti toute idée du don en diffusant ses gadgets sophistiqués, quotidiens d'information distribués à la sortie des bouches de métro, les mass-médias dévoilant ainsi, pour qui en doutait encore, leur stricte allégeance au règne du marché publicitaire, appareils téléphoniques offerts avec leur forfait d'heures prépayé, etc. Il y a une gratuité du gadget qu'avait déjà pointé Debord, qui est le hochet même de la marchandise, qui aujourd'hui s'est généralisé à tout. Cette gratuité est une manière de renvoyer au numéricain l'absence de valeur absolue de son existence. C'est une fausse gratuité. C'est la même gratuité que celui du spectacle publicitaire. C'est une discussion que j'ai eue avec ma femme il y a quelques années, lorsque je lui ai expliqué pourquoi, quand on regardait la télé, d'une certaine manière, il fallait zapper ou éteindre le son, ou éteindre la télé pendant les pauses publicitaires. Alors que certaines sont, pourquoi pas, entraînantes, joyeuses, amusantes. Et c'est comme ça que j'ai expliqué à Viviane la raison pour laquelle moi je fermais toujours la télé pendant les pauses publicitaires. Je disais, quand tu regardes la publicité, une publicité par exemple pour Monsieur Coca-Cola, tu fais gagner de l'argent à Monsieur Coca-Cola. Tu dis, mais toi, qu'est-ce qu'il te donne en retour? Rien. Toi, tu gagnes pas d'argent à la regarder la publicité, tu n'as aucun intérêt à la regarder. Tu lui donnes de l'argent et lui, il t'en donne pas. Donc, exit la publicité. Voilà, c'est une manière, si vous voulez, de vous expliquer que, et Viviane, évidemment, extraordinairement et de manière fulgurante compris ça, elle a éteint d'elle-même la télé et elle a compris en effet qu'on n'était pas du tout dans l'idée de la gratuité dans laquelle elle-même avait baigné en Afrique, qui est l'idée du don et de l'hospitalité. Et que c'est l'inverse, quand vous êtes face à votre écran de télé et que vous avez le monde qui vient à vous et la société qui vient à vous, elle n'est vraiment pas dans la gratuité et dans le don et dans l'accueil. Elle est dans le vampirisme, ce que j'ai écrit ce que j'ai décrit dans La mort dans l'œil, évidemment. Et donc, dont l'apparente gratuité
de ces gadgets sophistiqués qui envahissent notre époque, tient à leur simple fonction de vecteur sans valeur chargé de relayer la circulation des images marchandises. Il y a près de 40 ans, donc, Debord a perçu, conçu et désigné la mutation du spectacle dans laquelle le numéricain est lamentablement enferré aujourd'hui. Tandis que la masse des intellectuels de l'époque, sourds et aveugles au vrai passage du temps, s'acharnait à ne pas comprendre le sens, aux deux sens du mot sens, signification et direction, du triomphal échec de mai 68, résumant la société au schéma dichotomique usagé de la révolution prolétarienne et de la pensée bourgeoise, Debord avait compris, avec cette prémonition presque animale couvre la diffraction du temps, que l'entièreté du monde était en train de modifier profondément son axe, laissant surgir ce que Heidegger nommait déjà, en 1938, dans sa conférence « L'époque des conceptions du monde », l'aberration dans l'inessentiel. Voilà, toujours pour finir sur finalement ce qui caractérise notre temps, parce que finalement c'est ce qui nous concerne le plus, j'ai prévu de vous lire un petit passage sur la mort, ce que j'appelle la mort vantarde. Une société, écrit Debord, toujours plus malade. Il est déjà 20h ? Il est 20h déjà ? Ah oui. Donc on termine tranquille, rapidement. Attends, je vais terminer quelque chose d'un peu plus drôle parce que là c'est sur le... Oui, je voulais juste la fin de ce que je voulais vous lire. Ce n'est pas parce que fumez-tu comme on entend vous le faire croire. Oui, non, attendez, je commence un peu. Pardon ? Ah bon, vous voulez que je vous lise le passage sur la mort vantarde ? Bon, d'accord. Une société toujours plus malade, mais toujours plus puissante, a recréé partout concrètement le monde comme environnement et décor de sa maladie en tant que planète malade. Écrit Debord dans un texte qui s'appelle La planète malade, qui est un texte extraordinaire de 1971 consacré à la pollution, et dans lequel il met en rapport la pollution et les élections, et la fin du monde, de cette manière. Et quelque chose, j'écrivais ces lignes au moment où on préparait les élections présidentielles en 2007, et où le sympathique crétin qui fait des émissions sur la planète et qui a été voir tous les hommes politiques pour leur dire maintenant si vous vous occupez pas d'écologie, j'ai beaucoup de gens qui me suivent et ça risque de peser dans la balance, s'est fait retourner, manipuler comme une crêpe, comme disait ma grand-mère, avec un accent yiddish à couper au couteau. Le type il a disparu de la scène, il a fait strictement aucune manipulation, enfin lui il s'est fait manipuler mais il n'a eu strictement plus aucun rôle dans les élections. Évidemment c'est la plus grande crapule des crapules qui a été élue, à égalité avec les autres crapules qui elles n'ont pas été élues. Bon. C'est ce que... À l'heure où je trace ces lignes, je vous le redis la même chose dans des termes un peu plus choisis, donc écrits, à l'heure où je trace ces lignes, en cette année électorale, qui ne propose aux électeurs abétiques un faux choix entre gredin galvanisé et gourde guindée, il n'est pas difficile de constater l'infernale actualité de la planète malade, rédigée il y a 37 ans, donc en 71. Qu'y aurait-il de nouveau sous le spectacle? Les mêmes causes ne savent produire d'autres effets. Ainsi, plus que jamais, la pollution est à la mode, ce que déjà pointait Debord. La pollution est un débat à la mode. Et en tant que c'est un débat à la mode, c'est précisément parce que c'est un débat qu'il n'y aura pas d'action. Et que rien ne sera fait, et que la planète, non seulement est malade, parce qu'elle va crever. Et elle va crever du fait que la passivité est déjà en train d'organiser le débat sur sa propre intoxication de la planète, à savoir ce qu'on appelle la pollution. Les spécialistes pérorent avec une gourmandise morbide sur la dévastation dont ils exhibent l'image exilée, pléonasme, puisque la séparation est la substance même de l'image, l'Amazonie ratiboisée, la banquise carbonisée, tandis qu'à proximité de leur imposture sont évoquées les solutions individuelles les plus dérisoirement vaines, le tri des ordures, les ampoules économiques, afin de ne surtout pas empêcher la mort de se vautrer et se vendre à travers eux. Une telle science, écrivait Debord, ne peut qu'accompagner vers la destruction le monde qui l'a produite et qui la tient. Mais elle est forcée de le faire avec les yeux ouverts. Elle montre ainsi, à un degré caricatural, l'inutilité de la connaissance sans emploi. Ça, il l'écrit en 1971. Une image aux informations télévisées, donc y compris l'image de la banquise en train de s'écrouler, qui est censée être une information, et qui est censée réveiller et éveiller les consciences pour que quelque chose soit fait pour que cela n'arrive pas. Entre nous soit dit, au moment où on vous montre l'image, on est en léger différé, comme ils disent, et la fin du monde est déjà très proche.
Une image aux informations télévisées ou dans un magazine n'est pas un témoignage, mais d'abord une marchandise, avec son coût de production et sa plus-value. On ne vous fait voir que ce qu'on désire promouvoir et vous vendre, y compris lorsqu'il s'agit de votre propre annihilation programmée. Vous n'imaginiez tout de même pas que tous ces cadavres aux informations, dans les films, les séries, les jeux vidéo de vos enfants, s'exhibaient par seul souci de compassion. À travers les images horrifiées d'elle-même que la mort vous impose, elle assume sa publicité, comme sur ces paquets de cigarettes où l'on cache à peine que c'est l'État qui vous tue. La fumée s'échappant doucement de la bouche donne à la vie la liberté, l'oisiveté qu'on voit aux nuages, écrivait Bataille. Pourquoi prétend-on toujours davantage interdire l'usage de la cigarette, un des derniers plaisirs d'oisiveté réellement démocratiques? C'est rarissime. Qu'est-ce que c'est que la cigarette? En dehors de tout le discours médicalisé qu'il y a sur le cancer et sur la cigarette elle-même, et la cigarette qui a été empoisonnée par l'industrie du tabac, on le sait, pour créer une addiction. C'est un des derniers plaisirs d'oisiveté démocratique. Le plus pauvre des prolétaires avait encore, il y a quelques années, sa gitane maïs, où pouvait se rouler sa propre gitane, comme le plus riche et capitaliste avait le plaisir, et le plaisir d'oisiveté était le même, en substance. Il n'était pas plus intense parce qu'on était plus riche, en fumant son gros cigare. C'est ce plaisir-là qui est attaqué par les lois sur le tabac et sur la cigarette, principalement. Et surtout parce que, évidemment, la société a trouvé des moyens d'addiction encore plus intenses et qui font que c'est déjà obsolète, l'addiction au tabac. Donc, pourquoi prétend-on toujours davantage interdire l'usage de la cigarette, un des derniers plaisirs d'oisiveté réellement démocratique, à une population qu'on asphyxie globalement par ailleurs? Ce n'est pas parce que fumer tue, comme on entend vous le faire croire, mais parce que, au fond, fumer ne vous tue pas assez vite. Voilà. Allez, je termine sur la conclusion. Ah voilà, page 240. La relève des séides du spectacle, annoncée en conclusion des commentaires, a bien eu lieu. Le cervelas cloacal des princes du siècle n'a rien à envier à celui de leurs prédécesseurs. Je crois que j'ai fait une coquille là, parce qu'en fait cervelas c'est le truc qu'on bouffe, je voulais dire peut-être le cervelet. Hein? Cervelas cloacal, oui ça va pas, donc il faudra laisser une coquille. C'est bien, ça fonctionne? C'était une belle métaphore, mais presque involontaire, parce qu'en fait j'avais l'idée, le petit cerveau des... Cervelas, c'est cervelas de quoi? De cochon, non? Oui, c'est du cochon, oui. Ça va. Le cervelas cloacal, donc à la suggestion de mon ami Gérard Guest, je décoquille le... Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Michel Delivre et les éditions Gallimard vous invitent à rencontrer C'est une blague, ça. à l'occasion de la parution de ce nouveau livre. C'est en boucle. Ah, c'est un enregistrement. À 20h30, projection du film de Guy Debord. C'est ce qu'on appelle avoir le sens du kéros. Hein. Ah, 20h30, ah oui, ah oui, excusez-moi, il faut qu'on picole un peu d'abord, oui. Après, oui. Allez, je termine. Je termine parce que... Le cervelas cloacal des princes du siècle n'a rien à envier à celui de leurs prédécesseurs. Le pays le plus puissant du monde, on le sait, est représenté par un sombre idiot, gaffeur, alcoolique et pervers. Ni lui, ni ses commanditaires, ni leurs épigones internationaux ne s'embarrasseront de scrupules dans leur gestion génocidaire du globe. L'ordure perdure, et le gouffre ne fait exception de personne. Tout n'est pas dit pourtant. La société du spectacle, après avoir fortement tremblé sur ses bases en 1968, est parvenue dans une nouvelle phase d'accélération de sa décomposition omnipotente. Elle ne vise rien tant qu'à abolir ce qui pourrait rappeler sa naissance récente, donc ses failles et son ignominie à la fois, et ce simple fait que, n'étant pas apparue d'éternité, elle n'est en rien éternelle. La scène, appréciée depuis ce square scintillant et cette pétillante pointe que Debord aimait tant, parce que je raconte que les dernières lignes de ce livre, je les ai écrites, c'est vrai d'ailleurs en avril dernier, j'ai été avec ma moto et j'étais au square du Vert-Galant, qui aimait beaucoup Debord, et c'est là que j'ai écrit ces choses-là. Et bien vivante sous
sous ses vaguelettes verdâtres. Ici, Paris se scinde. Ici, on sent surgir cette éthique de la rupture qu'il distinguait chez Apollinaire dans une lettre de jeunesse à Tchegloff. Il y racontait également, donc Debord, à Tchegloff, dans une lettre de jeunesse, le suicide de ce Zazou précurseur qui avait crié avant de se jeter du pont de Solferino « C'est le travail qui cause tous les malheurs de la société ». Debord, lui, ne s'est suicidé que pour mettre fin à la douloureuse polynévrite alcoolique dont il souffrait depuis longtemps. Contrairement à se contenter d'affirmer quelques morts vivants qui se survivent à leur insu, cette fin volontaire n'eut rien d'une défaillance psychologique, ni du point final qu'une propension mélancolique aurait mis à une existence éperdue. Debord fut toujours d'une persévérante cohérence, endurant la diffraction qu'il était, à tous égards, en théorie, en pratique, en public, en privé, selon le double mouvement dialectique de présence et d'absence, de pénétration et de retrait, de participation extrême et d'invisibilité radicale, que Heidegger nomme, concernant l'être, on n'est plus dans l'ordre de l'humain, mais ça y prend part quand même, le demeurer manquant. Nul ne rasteignit inguérissable donc, aucune nostalgie crépusculaire chez celui qui annonça son attrait depuis toujours pour le passage du temps. Son bruit de cataracte, écrit-il dans Panégyrique, comme d'autres, dit Ingirum, sont attirés par le vide ou par l'eau. Donc c'est très simple, c'est pour briser le lieu commun, qui est vraiment très fréquent sur la nostalgie de la pensée de Debord et de la psychologie de Debord. On n'est pas nostalgique celui qui aime le passage du temps. Et pour des raisons plus complexes qui tiennent à ce que j'ai appelé la diffraction du temps, il n'y a pas de possibilité de nostalgie même. Aimer revenir sur ce qu'il avait de dangereux et de dangerosité sa jeunesse, c'est pas ça la nostalgie. La nostalgie, il y a l'idée d'une souffrance. Il n'y avait pas de souffrance nostalgique chez Debord. Il y avait, il le décrit lui-même, une passion, une attirance, comme on peut l'être pour le vide, pour le passage même du temps. Ce qui n'a rien à voir, évidemment, avec la douleur et avec la passivité de la nostalgie, parce que le nostalgique est quelqu'un de passif. Debord n'a pas aimé sa jeunesse flamboyante pour les traces impérissables qu'elle aurait laissées sur ses contemporains, mais au contraire, comme l'inscription ne travaillait jamais, la plus belle de mes œuvres de jeunesse, écrivait-il le 25 août 1994 à Marc Dachy, qui est ici, rédigé sur un mur de la rue de Seine en 1953. Donc il aura aimé sa jeunesse flamboyante pour tout ce qu'elle a contribué à critiquer, combattre, abattre et dissoudre dans le feu de sa fronde. La vie si merveilleusement remplie qu'il a menée, les desseins si subversifs qu'il sait formuler, le destin exceptionnel qu'il a assumé à chaque instant de chacune de ses journées, la pensée si incandescente qu'il a élaborée, enfin la diffraction du temps dont il fut l'héroïque incarnation, exigeant, ouvrez les guillemets, la fidèle obstination de toute une vie, fermez les guillemets, témoigne contre la résignation morose qu'entend déceler au fond le stéréotype journalistico-psychiatrique de la mélancolie. Freud lui-même ne dut-il pas convenir à la fin que toutes ces hypothèses psychologiques concernant l'enfance de Vinci devaient céder face à la singularité d'un esprit sans égal et son irréductible degré de liberté? Qui sut, comme Debord, envisager son temps et le temps avec une si extraordinaire sagacité ne saurait être jugé que par lui-même, ni apprécié qu'à la lumière de ce que d'autres génies ont formulé véridiquement au cours des siècles. Je vous remercie. Marc Dachy, qui a eu la joie et l'honneur de recevoir quelques lettres très intéressantes de Debord qui sont publiées, qui vont paraître dans le volume 7 de la correspondance. Notre ami Gérard Guest, grâce à qui nous tous nous avons une perception plus claire et plus lumineuse de la pensée de Heidegger. Mon ami Philippe Arjakovski, même chose. Véronica Guest, merveilleuse épouse de Gérard Guest, même chose. François Fédier, ici présent, même chose. Donc tous ces amis-là nous ont ouvert et m'ont permis à moi une ouverture qui ne se referme pas sur la pensée de Heidegger. Voilà comment je le qualifierais. Pascal Dulon, qui est notre hôtesse ce soir, qui nous a gentiment accueillis ici. Jean-Hugues Larcher, mon ami, qui me soutient beaucoup aussi dans mon travail sur Debord, sur Heidegger, et qui nous soutient tous. Valentin Retz, qui est aussi un ami essentiel dans l'idée de pratiquer encore aujourd'hui
eh bien, la diffraction et la dissociation avec la société. Même chose pour mon ami François Méronis, qui connaît aussi toutes ces choses-là par cœur. Frédéric Badré, dont on peut dire aussi la même chose, et qui a un rapport avec le temps aujourd'hui qui passe par un talent exceptionnel de peintre. On a pu voir quelques-uns de ces tableaux. Et j'espère que je n'oublie personne, nos amis, Stéphane Marie, Pascal, Fabien. Et last but not least, et j'aimerais qu'elle se lève et qu'elle salue la foule, maintenant qu'elle suit les cours de théâtre qu'elle sait faire, la femme de ma vie, mon épouse adorée, qui était debordienne dans l'œuf le jour où sa grand-mère lui a fait ses tatouages rituels et mystiques de guerrières andées. Marie-Viviane Zagdanski, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Lève-toi chérie, lève-toi et salue la foule. Et salue la foule, comme, voilà, comme une... Voilà. Qui est d'ailleurs dans le Debord, puisque j'évoque de manière assez rapide, parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la vie privée, l'amour que Debord portait à Alice Debord, et je compare ça, et je dis que finalement, tiens, je peux lire ça, voilà, pour terminer, ça peut être pas mal, cette petite phrase sur l'amour, qui est en rapport avec la pensée, que Debord met en rapport avec la pensée, et avec, que moi je mets en rapport avec une certaine invention du temps, renouvelée, chaque jour, quotidiennement, par deux êtres qui s'aiment. Et voilà, ce sera la dernière citation que je vous fais, c'est celle où j'évoque Viviane que vous venez de voir, et je la dédie à tous ceux qui réfléchissent intensément sur l'amour, et principalement à mes deux merveilleux amis que sont Valentin Retz et François Méronis, parce qu'on réfléchit souvent, tous les trois, là-dessus. Et il faut donc que je la retrouve, mais c'est très simple. Je vais la retrouver. Voilà, c'est un chapitre qui s'appelle l'amour et qui suit celui qui s'appelle l'alcool et l'éros. En réalité, les deux chapitres se succèdent pour des raisons précises, mais je vais juste vous lire une petite phrase, une phrase de Debord d'ailleurs, sur l'amour et sur Alice. À l'entreprise collective de l'IS va ainsi succéder, donc après la dissolution de l'IS, une série de relations d'amitié sincères avec Lebovici, Sanguinetti, Juvénal Quillet, James Emprunt, Jean-François Martos et sans doute quelques autres, et surtout le renforcement de la complicité précieuse d'Alice, à qui sera dédié le film La Société du spectacle, donc qui paraît en 78 je crois le film. Complicité qui ne décroîtra plus et qui ne ressortit pas seulement à l'existence d'un couple véritablement libre, tel que Debord le décrit en conclusion de sa lettre à l'Oiseau. Un couple réel, écrit Debord, se vérifie en ceci qu'il peut aller librement à travers la vie et toutes ses circonstances, en se renforçant comme accord effectif qui ne mutile les virtualités ni de l'un ni de l'autre. Alice joue à l'évidence un rôle dont la pertinence concerne la pensée même de Debord. Ce qui est assez finement énoncé dans une phrase qu'il écrira à Barbara Rosenthal le 11 décembre 1974. Il se trouve qu'Alice est une de mes qualités. Nul ne connaît, nul n'a à connaître le détail biographique des relations entre Alice et Debord. Mais pour le vivre moi-même quotidiennement avec ma Zandé, je comprends que le couple Debord partageait une résonance compatible de l'ondulation du temps. Cette aisance dans la diffraction est l'essence même de l'amour, et la principale réalité qui caractérise un duo aussi profondément complice que le furent Alice et Guy. Voilà. Et maintenant, nous allons... Eh bien, si, ceux qui veulent aller voir le film, il y a des places gratuites pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. À 20h30, dans 10 minutes. Si certains d'entre vous veulent vous venez le voir. Et Une gymnaste